Bonsoir et bienvenue sur Des Vites d'un voyage au bout de la nuit. Je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes heureux de me retrouver, que tout ça est très réciproque entre nous. Et je vais poursuivre la lecture du rêve d'Émile Zola. Oui, c'est ça, tout à coup j'ai un... Voilà, d'Émile Zola, le rêve d'Émile Zola que j'ai commencé il y a déjà un petit moment. Voilà. Et je continue. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter avec le hashtag VBN, voyage au bout de la nuit. Voilà. Allez, je reprends, c'est parti. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux vous dire. Donc Angélique, enfin je ne sais pas si vous avez suivi ou non, Angélique est une jeune fille de 16 ans qui est tombée amoureuse de Félicien, qui est un très beau jeune homme de 20 ans, et elle essaye de le fuir, elle culpabilise de l'aimer, il a vu ses pieds, enfin tout ça, blablabla. Elle est brodeuse et il lui commande de lui faire quelque chose pour pouvoir la revoir. Voilà, et elle est avec ses parents adoptifs, tout ça. Est-ce que c'est pas un peu... Vous y perdez sûrement de tout ce que je vous raconte, mais en tout cas, voilà, Félicien vient la voir là où elle travaille. Voilà. Ah! Dit brusquement Hubert, qui commençait à détendre la bannière en dévidant sur ses doigts la ficelle du trélissage. Le chef-d'œuvre d'une brodeuse, autrefois, était d'or nué. Elle devait faire, comme il est écrit dans les statuts, une image seule qui est d'or nué d'un demi-tiers de haut. Tu aurais été reçue, Angélique. Et le silence retomba. Pour les cheveux dérogeant à la règle, Angélique avait eu la même idée que Félicien. Celle de ne point employer de soie, de recouvrir l'or avec de l'or. Et elle manœuvrait 10 aiguillets d'or à passer, de tons différents, depuis l'or rouge sombre des brasiers qui meurent jusqu'à l'or jaune pâle des forêts d'automne. Agnès, du col aux chevilles, se vêtait ainsi d'un ruissellement de cheveux d'or. Le flot partait de la nuque, couvrait les reins d'un épais manteau, débordait devant, par-dessus les épaules, en deux ondes qui, rejointes sous le menton, coulaient jusqu'aux pieds. Une chevelure du miracle, une toison fabuleuse, aux boucles énormes, une robe tiède et vivante, parfumée de nudité pure. Ce jour-là, Félicien ne sut que regarder Angélique, brodant les boucles à poings fendus dans le sens de leur enroulement. Et il ne se lassait pas de voir les cheveux croître et flamber sous son aiguille. Leur profondeur, le grand frisson qui les déroulait d'un coup, le troublait. Hubertine, en train de coudre des paillettes, cachant le fil à chacune, avec un grain de frisure, se tournait de temps à autre, l'enveloppait de son calme regard, quand elle devait jeter au bourriquet quelques paillettes mal faites. Hubert, qui avait retiré les lattes pour découdre la bannière des ensubles, achevait de la plier soigneusement. Des ensubles. Et Félicien, dont le silence augmentait l'embarras, finit par comprendre qu'il devait avoir la sagesse de partir, puisqu'il ne retrouvait aucune des observations qu'il s'était promis de faire. Il se leva et bégaya. Je reviendrai. J'ai si mal reproduit le dessin charmant de la tête que vous aurez peut-être besoin de mes indications. Angélique posa sur les siens ses grands yeux noirs, tranquillement. Non, mais revenez, monsieur, revenez, si l'exécution vous inquiète. Il s'en alla, heureux de la permission, désolé de cette froideur. Elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimerait jamais. C'était décidé. À quoi bon, alors ? Et le lendemain et les jours suivants, il revint à la fraîche maison de la rue des Orfèvres. Les heures qu'il n'y passait pas étaient abominables, ravagé de son combat intérieur, torturé d'incertitude. Il ne se calmait que près de la brodeuse, même résigné à ne pas lui plaire, consolé de tout pourvu qu'elle fût présente. Chaque matin, il arrivait, parlait du travail, s'asseyait devant le métier, comme si sa présence eût été nécessaire. Et cela l'enchantait de retrouver son fin profil immobile, baigné de la clarté blonde de ses cheveux, de suivre le jeu agile de ses petites mains souples, se débrouillant
au milieu des longues aiguillées. Elle était très simple. Elle le traitait maintenant en camarade. Pourtant, ils sentaient toujours entre eux des choses qu'elle ne disait pas et dont son cœur à lui s'angoissait. Elle levait parfois la tête avec son air de moquerie, les yeux impatients et interrogateurs, puis, en le voyant s'effarer, elle redevenait très froide. Mais Félicien avait découvert un moyen de la passionner dont il abusait. C'était de lui parler de son art. Des anciens chefs-d'œuvre de broderie qu'il avait vus, conservés dans les trésors de cathédrales ou gravés dans les livres. Des chapes superbes, la chape de Charlemagne en soie rouge avec de grands aigles aux ailes déployées, la chape de Sillon, que décore tout un peuple de figures saintes, une dalmatique qui passe pour la plus belle pièce connue, la dalmatique impériale, où est célébrée la gloire de Jésus-Christ. Sur la terre et dans le ciel, la transfiguration, le jugement dernier, dont les nombreux personnages sont brodés de soie nuancée d'or et d'argent. Un arbre de je sais aussi, un or froid de soie sur satin qui semble détaché d'un vitrail du XVe siècle. Abraham en bas, David, Salomon, la Vierge Marie, puis en haut Jésus. Et ses chasubles admirables, la chasuble d'une simplicité si grande, le Christ en croix, saignant, éclaboussé de soie rouge sur le drap d'or, ayant à ses pieds la Vierge soutenue par Saint Jean, la chasuble de Nintré, enfin, où l'on voit Marie assise en majesté, les pieds chaussés, tenant l'enfant nu sur ses genoux. D'autres merveilles défilaient, vénérables par leur grand âge, d'une foi, d'une naïveté dans la richesse. Perdues de nos jours, gardant des tabernacles l'odeur d'encens et la mystique lueur de l'or pâli. Ah, soupirait Angélique, c'est fini ces belles choses. On ne peut pas seulement retrouver les tons. Et les yeux luisants, elle s'arrêtait de travailler quand il lui contait l'histoire des grandes brodeuses et des grands brodeurs d'autrefois. Simone de Gaulle, Colline Jolie, dont les noms ont traversé les âges. Puis, tirant de nouveau l'aiguille, elle en restait transfigurée. Elle gardait au visage le rayonnement de sa passion d'artiste. Jamais elle ne lui semblait plus belle, si enthousiaste, si virginale, brûlant d'une flamme pure dans l'éclat de l'or et de la soie. Avec son application profonde, son travail de précision, les points menus où elle mettait toute son âme. Il cessait de parler. Il la contemplait jusqu'à ce que, réveillée par le silence, elle s'aperçut de la fièvre où il la jetait. Elle en était confuse, comme d'une défaite. Elle rattrapait son calme, indifférente, la voix fâchée. « Bon, voilà encore mes soies qui s'en mêlent. Mère, ne remuez donc pas. » Hubertine, qui n'avait point bougé, souriait, tranquille. Elle s'était inquiétée d'abord des assiduités du jeune homme et elle en avait causé un soir avec Hubert en se couchant. Mais ce garçon ne leur déplaisait pas, il demeurait très convenable. Pourquoi se serait-il opposé à des entrevues d'où pouvait sortir le bonheur d'Angélique? Elle laissait donc aller les choses qu'elle surveillait de son air sage. D'ailleurs, elle-même, depuis quelques semaines, vivait le cœur gros des tendresses vaines de son mari. C'était le mois où ils avaient perdu leur enfant. Et chaque année, à cette date, ramenait chez eux les mêmes regrets, les mêmes désirs, lui tremblante à ses pieds, brûlant de se croire pardonnée enfin, elle aimante et désolée, se donnant toute, désespérant de fléchir le sort. Ils n'en parlaient point, n'en échangeaient pas un baiser de plus devant le monde, mais ce redoublement d'amour sortait du silence de leur chambre, se dégageait de leur personne, au moindre geste, à la façon dont leurs regards se rencontraient, s'oubliaient une seconde l'un dans l'autre. Une semaine s'écoula, le travail de la mitre avançait. Ces entrevues quotidiennes avaient pris une grande douceur familière. Le front très haut, n'est-ce pas, sans trace de sourcils. Oui, très haut et pas une ombre, comme dans les miniatures du temps. Passez-moi la soie blanche. Attendez, je vais les filer. Il l'aidait, c'était un apaisement que cet ouvrage à deux. Cela les mettait dans la réalité de tous les jours, sans qu'un mot d'amour fût prononcé, sans même qu'un frôlement volontaire rapprochât leurs doigts. Le lien se resserrait à chaque heure. Père,
Que fais-tu donc? On ne t'entend plus. » Elle se tournait, apercevait le brodeur, les mains occupées à charger une broche, les yeux tendres fixés sur sa femme. « Je donne de l'or à ta mère. » Et de la broche apportée, du remerciement muet d'Hubertine, du continuel empressement d'Hubert autour d'elle, un souffle tiède de caresse se dégageait, enveloppait Angélique et Félicien, penchés de nouveau sur le métier. L'atelier lui-même, l'antique pièce avec ses vieux outils, sa paix d'un autre âge, était complice. Il semblait si loin de la rue reculée au fond du rêve, dans ce pays des bonnes âmes où règne le prodige, la réalisation aisée de toutes les joies. Dans 5 jours, la mitre devait être livrée, et Angélique, certaine d'avoir fini, de gagner même 24 heures, respira. S'étonna de trouver Félicien si près d'elle, accoudé au tréteau. Ils étaient donc camarades. Elle ne se défendait plus contre ce qu'elle sentait. Contre ce qu'elle sentait de conquérant en lui. Elle ne souriait plus de malice à tout ce qu'il cachait et qu'elle devinait. Qu'était-ce donc qui l'avait endormie dans son attente inquiète? Et l'éternelle question revint, la question qu'elle se posait chaque soir à son coucher. L'aimait-elle? Pendant des heures, au fond de son grand lit, elle avait retourné les mots, cherchant des sens qui lui échappaient. Brusquement, cette nuit-là, elle sentit son cœur se fendre. Elle fondit en larmes, la tête dans l'oreiller pour qu'on ne l'entendît point. Elle l'aimait. Elle l'aimait. Elle l'aimait à en mourir. Pourquoi, comment, elle n'en savait. Elle n'en saurait jamais rien, mais elle l'aimait. Tout son être le criait. La clarté s'était faite. L'amour éclatait comme la lumière du soleil. Elle pleura longtemps, pleine d'une confusion et d'un bonheur inexprimable, reprise du regret de ne s'être pas confiée à Hubertine. Son secret l'étouffait, et elle fit un grand serment, celui de redevenir de glace pour Félicien, de souffrir tout plutôt que de lui laisser voir sa tendresse. L'aimer sans le dire, c'était la punition. L'épreuve qui devait racheter la faute. Elle en souffrait délicieusement. Elle songeait aux martyrs de la légende. Il lui semblait qu'elle était leur sœur, à se flageller ainsi, et que sa gardienne Agnès la regardait avec des yeux tristes et doux. Le lendemain, Angélique acheva la mitre. Elle avait brodé avec des soies refendues, plus légères que des fils de la Vierge. Les petites mains et les petits pieds, les seuls coins de nudité blanche qui sortaient de la royale chevelure d'or, elle terminait la face d'une délicatesse de lys où l'or apparaissait comme le sang des veines, sous l'épiderme des soies. Et cette face de soleil montait à l'horizon de la plaine bleue emportée par les 2 anges. Lorsque Félicien entra, il eut un cri d'admiration. « Oh, elle vous ressemble !» C'est une confession involontaire, l'aveu de cette ressemblance qu'il avait mise dans son dessein. Il le comprit, devint très rouge. « C'est vrai, fillette, elle a tes beaux yeux, » dit Hubert, qui s'était rapproché. Hubertine se contentait de sourire, ayant fait la remarque depuis longtemps, et elle parut surprise, attristée même, quand elle entendit Angélique répondre de son ancienne voix des mauvais jours. « Mes beaux yeux, moquez-vous de moi. Je suis laide, je me connais bien. » Puis, se levant, se secouant, outrant son rôle de fille intéressée et froide. « Ah, c'est donc fini. J'en avais assez. Un fameux poids de moins sur les épaules. Vous savez, je ne recommencerai pas pour le même prix. » Saisi, Félicien l'écoutait. Et quoi encore? L'argent? Il l'avait senti un moment si tendre, si passionné de son art. S'était-il donc trompé qu'il la retrouvait sensible à la seule pensée du gain, indifférente au point de se réjouir d'avoir fini et de ne plus le voir? Depuis quelques jours, il se désespérait, cherchait vainement sous quel prétexte il pouvait revenir, et elle ne l'aimait pas, et elle ne l'aimerait jamais. Une telle souffrance lui étreignit le cœur, que ses yeux pâlirent. « Mademoiselle, n'est-ce pas vous qui montrez la myrte? » « Non, mère fera ça beaucoup mieux. Je suis trop contente de ne plus avoir à y toucher. »
Vous n'aimez donc pas votre travail? Moi? Je n'aime rien. Il fallut qu'Hubertine sévèrement la fît taire, et elle pria Félicien d'excuser cette enfant nerveuse. Elle lui dit que le lendemain, de bonne heure, la mitre serait à sa disposition. C'était un congé, mais il ne s'en allait pas. Il regardait le vieil atelier plein d'ombre et de paix, comme si on l'eût chassé du paradis. Il avait eu là l'illusion d'heures si douces. Il sentait si douloureusement que son cœur y restait arraché. Ce qui le torturait, c'était de ne pouvoir s'expliquer, d'emporter l'affreuse incertitude. Enfin, il dut partir. La porte à peine refermée, Hubert demanda: « Qu'as-tu donc, mon enfant? Es-tu souffrante ?»« Non, non, c'est ce garçon qui m'ennuyait. Je ne veux plus le voir. » Et Hubertine conclut alors: « C'est bon, tu ne le verras plus. Seulement, rien n'empêche d'être poli. » Angélique, sous un prétexte, n'eut que le temps de monter dans sa chambre. Elle y éclata en larmes. Ah, qu'elle était heureuse et qu'elle souffrait. Son pauvre cher amour, comme il avait dû s'en aller triste. Mais c'était juré aux saintes, elle l'aimerait en mourir. Et jamais il ne le saurait. Incroyable. Le soir du même jour, tout de suite en sortant de table, Angélique se plaignit d'un grand malaise et remonta dans sa chambre. Ses émotions de la matinée, ses luttes contre elle-même, l'avaient anéantie. Elle se coucha immédiatement. Elle éclata de nouveau en larmes, la tête enfoncée sous le drap, avec le besoin désespéré de disparaître, de n'être plus. Les heures s'écoulèrent. La nuit s'était faite, une ardente nuit de juillet, dont la paix lourde entrait par la fenêtre, laissée grande ouverte. Dans le ciel noir luisait un fourmillement d'étoiles. Il devait être près de 11 heures, la lune n'allait se lever que vers minuit. À son dernier quartier, aminci déjà. Et dans la chambre sombre, Angélique pleurait toujours d'un flot de pleurs intarissables lorsqu'un craquement à sa porte lui fit lever la tête. Il y eut un silence, puis une voix tendrement l'appela. « Angélique, Angélique, ma chérie !» Elle avait reconnu la voix d'Hubertine. Sans doute celle-ci, en se couchant avec son mari, venait d'entendre le bruit lointain des sanglots et inquiète, à demi déshabillée, elle montait voir. « Angélique, es-tu malade ?» Retenant son haleine, la jeune fille ne répondit pas. Elle n'éprouvait qu'un désir immense de solitude. L'unique soulagement à son mal, la solitude. Une consolation, une caresse même de sa mère l'aurait meurtrie. Elle se l'imaginait derrière la porte, elle devinait qu'elle avait les pieds nus à la douceur du frôlement sur le carreau. 2 minutes se passèrent et elle la sentait toujours là, penchée, l'oreille collée au bois, ramenant de ses beaux bras ses vêtements défaits. Hubertine, ne percevant plus rien, pas un souffle, nous a appelés de nouveau. Elle était bien certaine d'avoir entendu des plaintes. Mais si l'enfant avait fini par s'endormir, à quoi bon l'éveiller? Elle attendit encore 1 minute, troublée de ce chagrin que lui cachait sa fille, devinant confusément, emplie elle-même d'une grande émotion tendre. Et elle se décida à redescendre comme elle était montée, les mains familières au moindre détour, sans laisser d'autre bruit derrière elle, dans la maison noire que le frôlement doux de ses pieds nus. Alors ce fut Angélique qui, assise sur son séant, au milieu de son lit, écouta. Le silence était si absolu qu'elle distinguait la pression légère des talons au bord de chaque marche. En bas, la porte de la chambre s'ouvrit, se referma. Puis elle saisit un murmure à peine distinct, un chuchotement affectueux et triste, ce que ses parents disaient d'elle sans doute, leurs craintes, leurs souhaits. Et cela ne cessait pas, bien qu'ils dussent s'être couchés après avoir éteint la lumière. Jamais les bruits nocturnes du vieux logis n'étaient montés de la sorte jusqu'à elle. D'habitude, elle dormait de son gros sommeil de jeunesse. Elle n'entendait pas même les meubles craquer, tandis que, dans l'insomnie de sa passion combattue, il lui semblait que la maison entière aimait et se lamentait.
N'étaient-ce pas les Hubert qui, eux aussi, souffraient des larmes, toute une tendresse éperdue et désolée d'être stérile? Elle ne savait rien. Elle avait la seule sensation, dans la nuit chaude, au-dessous d'elle, de cette veille des deux époux. Un grand amour, un grand chagrin, la longue et chaste étreinte des noces toujours jeunes. Et pendant qu'elle était assise, écoutant la maison frissonnante et soupirante, Angélique ne pouvait se contenir. Ses larmes coulaient encore. Mais à présent, elles ruisselaient muettes, tièdes et vives, pareilles au sang de ses veines. Une seule question depuis le matin se retournait en elle. La blessait dans tout son être. Avait-elle eu raison de désespérer? Avait-elle eu raison de désespérer Félicien, de le renvoyer ainsi, avec la pensée qu'elle ne l'aimait pas, enfoncée en plein cœur comme un couteau? Elle l'aimait et elle lui avait fait cette souffrance, et elle-même en souffrait affreusement. Pourquoi tant de douleur? Les saintes demandaient-elles des larmes? Est-ce que cela aurait fâché Agnès de la savoir heureuse? Un doute maintenant la déchirait. Autrefois, lorsqu'elle attendait celui qui devait venir, elle arrangeait mieux les choses. Il entrerait, elle le reconnaîtrait, tous deux s'en iraient ensemble, très loin pour toujours. Et il était venu, et voilà que l'un et l'autre sanglotaient à jamais séparés. À quoi bon? Que s'était-il donc produit? Qui avait exigé d'elle ce cruel serment de l'aimer sans le lui dire? Mais surtout, la crainte d'être la coupable, d'avoir été méchante, désolait Angélique. Peut-être la fille mauvaise avait-elle repoussé. Étonnée, elle se rappelait son manège d'indifférence, la façon moqueuse dont elle accueillait Félicien. Le plaisir de malice qu'elle prenait à lui donner d'elle une idée fausse. Ses larmes redoublaient, son cœur fondait. D'une pitié immense, infinie, pour la souffrance qu'elle avait ainsi faite, sans le vouloir. Elle le revoyait toujours, s'en allant. Elle avait présente la désolation de son visage, ses yeux troubles, ses lèvres tremblantes. Et elle le suivait dans les rues, chez lui, pâle, blessé à mort par elle, perdant le sang goutte à goutte. Où était-il à cette heure? Ne frissonnait-il pas de fièvre? Ses mains se serraient d'angoisse à l'idée de ne savoir comment réparer le mal. Ah, faire souffrir, cette pensée la révoltait. Elle aurait voulu être bonne, tout de suite, faire du bonheur autour d'elle. Minuit allait sonner bientôt. Les grands ormes de l'évêché cachaient la lune à l'horizon, et la chambre restait noire. Alors, la tête retombée sur l'oreiller, Angélique ne pensait plus, voulut s'endormir. Mais elle ne le pouvait pas. Ses larmes continuaient à couler de ses paupières closes. Et la pensée revenait. Elle songeait aux violettes que, depuis 15 jours, elle trouvait en montant se coucher sur le balcon devant sa fenêtre. Chaque soir, c'était un bouquet de violettes. Félicien, certainement, le jetait du clos-Marie car elle se souvenait de lui avoir conté que les violettes seules, par une singulière vertu, la calmaient. Lorsque le parfum des autres fleurs, au contraire, la tourmentait de terribles migraines. Et il lui envoyait ainsi des nuits douces, tout un sommeil embaumé, rafraîchi de bons rêves. Ce soir-là, comme elle avait mis le bouquet à son chevet, elle eut l'heureuse idée de le prendre. Et elle le coucha avec elle, près de sa joue, s'apaisa à le respirer. Les violettes enfin tarirent ses larmes. Elle ne dormait toujours pas. Elle demeurait les yeux fermés, baignée de ce parfum qui venait de lui, heureuse de se reposer et d'attendre dans un abandon confiant de tout son être. Mais un grand frisson passa sur elle. Minuit sonnait. Elle ouvrit les paupières. Elle s'étonna de retrouver sa chambre pleine d'une clarté vive. Au-dessus des ormes, la lune montait avec lenteur, éteignant les étoiles dans le ciel pâli. Par la fenêtre, elle apercevait l'abside de la cathédrale très blanche, et il semblait que ce fût le reflet de cette blancheur qui éclaira la chambre, une lumière d'aube. Laiteuse et fraîche, les murs blancs
les solives blanches, toute cette nudité blanche en était accrue, élargie et reculée ainsi que dans un rêve. Elle reconnaissait pourtant les vieux meubles de chêne sombre, l'armoire, le coffre, les chaises avec les arêtes luisantes de leurs sculptures. Son lit seul, son lit carré, d'une ampleur royale, l'émotionnait, comme si elle ne l'avait jamais vu dressant ses colonnes, portant son dais d'anciennes perses roses, baignées d'une telle nappe de lune profonde qu'elle se croyait sur une nuée en plein ciel, soulevée par un vol d'ailes muettes et invisibles. Un instant, elle en eut le balancement large. Puis ses yeux s'accoutumèrent. Son lit était bien dans l'angle habituel. Elle resta la tête immobile, les regards errants au milieu de ce lac de rayons, le bouquet de violettes sur les lèvres. Qu'attendait-elle? Pourquoi ne pouvait-elle dormir? Elle en était certaine maintenant. Elle attendait quelqu'un. Si elle avait cessé de pleurer, c'était qu'il allait venir. Cette clarté consolatrice qui mettait en fuite le noir des mauvais songes l'annonçait. Il allait venir. La lune messagère n'était entrée avant lui que pour les éclairer de cette blancheur d'aurore. La chambre était tendue de velours blanc. Il pourrait se voir. Alors elle se leva, elle s'habilla. Une robe blanche simplement, la robe de mousseline qu'elle avait le jour de la promenade aux ruines d'Hautecoeur. Elle ne noua même pas ses cheveux qui vêtirent ses épaules. Ses pieds restèrent nus dans ses pantoufles. Et elle attendit. À présent, Angélique ne savait pas par où il arriverait. Sans doute, il ne pourrait monter. Ils se verraient tous deux, elle accoudée au balcon, lui en bas dans le clos Marie. Cependant, elle s'était assise comme si elle eût compris l'inutilité d'aller à la fenêtre. Pourquoi ne passerait-il pas au travers des murs comme les saints de la légende? Elle attendait, mais elle n'était point seule à attendre. Elle les sentait toutes à son entour. Les vierges dont le vol blanc l'enveloppait depuis sa jeunesse. Elles entraient. Avec le rayon de lune, elles venaient des grands arbres mystérieux de l'évêché, aux cimes bleues des coins perdus de la cathédrale, enchevêtrant sa forêt de pierres. De tout horizon connu et aimé de la chevrotte, des saules, des herbes, la jeune fille entendait ses rêves qui lui revenaient, les espoirs, les désirs, ce qu'elle avait mis d'elle dans les choses, à la voir chaque jour et que les choses lui renvoyaient. Jamais les voix de l'invisible n'avaient parlé si haut. Elle écoutait l'au-delà, elle reconnaissait au fond de la nuit brûlante, sans un souffle d'air, le léger frisson qui était pour elle le frôlement de la robe d'Agnès, quand la gardienne de son corps se tenait à son côté. Elle s'égayait de savoir Agnès là, avec les autres, et elle attendait. Du temps s'écoula encore. Angélique n'en avait pas conscience. Cela lui parut naturel lorsque Félicien arriva. Enjambant la balustrade du balcon, sur le ciel blanc, sa taille haute se détachait. Il n'entra pas. Il resta dans le cadre lumineux de la fenêtre. « N'ayez pas peur. C'est moi. Je suis venue. » Elle n'avait pas peur. Elle le trouvait simplement exact. Et voilà pour ce soir, pour cette nuit. La prochaine fois, ce sera une autre lectrice qui continuera la lecture du rêve d'Émile Zola. J'ai été ravie de vous lire une partie de ce livre. Peut-être que nous aussi, des gens nous aiment et qu'on ne le sait pas. J'aimerais bien. Et voilà, et vous pouvez aussi regarder en replay, voilà, sur le site de D8, toutes ces lectures. Je vous embrasse très très fort.